la diaspora. Pour cette émission, je vous présente Café littéraire, placé sous le haut patronage de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, une initiative très appréciée par la diaspora camerounaise. Café littéraire vous présente ce soir l'écrivain camerounais Eugène Ebodé, auteur de plusieurs romans édités chez Gallimard, docteur en littérature française, chercheur associé dans la même université, professeur enseignant à l'université Lassana Conté en Guinée-Conakry, administrateur de la chaire de littérature et art africaine de l'Académie du Maroc. Placé sous le thème « L'Afrique comme horizon de pensée », le professeur Eugène Ebodé lève également le voile sur son dernier ouvrage, « Habiller le ciel ». Monsieur les représentants des missions diplomatiques, mesdames et messieurs les diplomates, chers universitaires, s'il y en a, mesdames, messieurs, chère madame scolastique, puisqu'aujourd'hui, je dis madame scolastique parce que c'est aujourd'hui la fête des scolastiques. J'ai voulu la nommer en dernier pour lui dire combien je la remercie aussi d'avoir coopéré à ce rendez-vous, à cette manifestation. Et donc, comme elle s'appelle Madame Bissou, vous imaginez bien que je veux lui remettre tous nos bisous pour saluer aujourd'hui ce moment particulier. Alors, l'Afrique comme horizon de pensée est le sujet qui nous rassemble ici, dans ces lieux hautement symboliques où l'Europe se réunit pour débattre ou pour agir, dans le cadre d'une communauté de destin telle que rêvée par nombre de ses enfants. Parmi eux, Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide Gasperi, Henri Spaak, pour parler des contemporains, ou pour reprendre le rêve carolingien porté par Charlemagne et par d'autres personnages qu'on peut appeler les grands-mères de l'Europe. Et parmi ces grands-mères, nous sommes passés tout à l'heure à côté d'une avenue qui s'appelle Louise. Mais ici, je veux parler de Louise Wess, qui vécut de 1893 à 1983 et qui fut une femme journaliste, une femme de la pensée et surtout qui a écrit après-guerre une revue, qui a fondé une revue qui s'appelait l'Europe Nouvelle. Mais ce n'est pas d'Europe dont je suis venu vous entretenir. Je me tiens devant vous pour parler de l'Afrique. Je parlerai d'elle en 3 parties. La première concerne un mouvement qui est dans toutes les têtes, dans tous les esprits, et qui s'appelle le panafricanisme. Et ensuite, dans mon œuvre, qui a été brillamment rappelée et exposée. J'ajouterai peut-être que ce qui m'a fait plaisir en termes de gratification et de récompense, c'est aussi, ce n'est pas pour signaler ce qui a été omis, c'est simplement parce que le prix Yambo Wologem que j'ai reçu est une reconnaissance à la fois qui porte le nom d'un Africain et qui s'est déroulé aussi en Afrique, au Mali, dont on connaît aujourd'hui les tourments. Il est intéressant de rappeler que Yambo Ologem fut l'une des figures de consécration de la littérature africaine, puisqu'il obtint en 1968 un prix fort relevé, le prix Renaudot, et que 3 ans plus tard, ce fut la descente aux enfers. Et que précisément, dans la dernière partie de mon intervention, j'essaierai de consacrer un petit moment à la capacité africaine de rehausser, de reconsidérer ceux qui ont été à la fois consacrés, puis malheureusement massacrés. Donc, l'Afrique que je voudrais peindre par des penseurs, notamment ceux
qu'on a appelés les penseurs de la négro-renaissance, surtout un mouvement né aux États-Unis, on le comprend très bien, par réaction à l'égard de ce que les Africains, ou en tout cas les descendants d'Africains y vivaient, comme drame depuis une nuit féroce, longue, difficile, que fut l'esclavage, puis la déportation sur les terres hostiles. L'Afrique, donc, comme horizon de pensée, est née dans ces années de fin du 19e siècle et portée par des personnages comme Du Bois. Donc de Du Bois à Nkrumah, en passant par Jomo Kenyatta et d'autres personnages que nous connaissons ou que nous rappellerons ici, est une idée qui a surtout été une réaction à un ordre injuste, inique, tragique, abominable. Et les contributeurs de cette pensée, de la négro-renaissance dans les années 1900, étaient des intellectuels surtout issus donc de ce que nous appellerons de l'espace anglophone, et qui colloquaient sans discontinuer, d'abord à Londres, du 23 au 25 juillet 1900, pour lutter contre le racisme et pour accorder de nouveaux droits aux Afro-Américains. Élu ensuite ce qui est symboliquement considéré comme le premier congrès, puisqu'il y en aura une longue liste, dont je vais vous résumer l'esprit. En 1919, le premier congrès eut lieu à Paris pour essayer de dépasser les malheurs de la Première Guerre mondiale, et les guerres vont ici scander souvent des moments de reprise, de réaffirmation de ce que l'horizon africain peut représenter. Et en 1919, donc pour ce premier congrès, les acteurs principaux, il y en a un qui va revenir souvent et dont l'esprit va habiter le panafricanisme ou ce qu'il recouvre, c'est Du Bois. Du Bois, l'auteur des Âmes Noires, et vous savez aussi que c'est quelqu'un qui a été parmi les premiers à accéder à une grande université, la plus grande au monde, l'université de Harvard, dont il est issu. Et Du Bois n'était pas seul, il y avait autour de lui Ida Gibbs, qui était l'épouse d'un consul, un consul américain, qui s'appelait lui-même William Hunt. Et l'objectif de ce premier congrès était évidemment d'attirer l'attention des nations alliées qui venaient de remporter la guerre sur l'oppression qui régnait sur les peuples colonisés. Y participait donc à ce premier congrès un personnage issu du Sénégal, Blaise Diaye, que l'on va retrouver aussi dans les congrès suivants, et il va cristalliser autour de lui une certaine version du panafricanisme, et on le verra plus précisément lors du deuxième congrès, où en 1921, sous l'égide de ce qu'on peut appeler un mouvement très important pour la défense des populations noires, c'est la NAACP. Donc c'était le mouvement pour l'amélioration de la condition des hommes de couleur aux États-Unis. Et ce mouvement qui avait eu à sa tête des gens comme Du Bois, plus loin Martin Luther King, et encore de manière plus vigoureuse et même absolument inattendue, une dame comme Rosa Parks, à laquelle j'ai consacré un roman, La rose dans le bus jaune, sur lequel je reviendrai. Et la NAACP avait un outil fondamental, et cet outil, c'était un journal. Et ce journal, Crisis, pour bien montrer que les situations que l'on évoquait appartenaient à une époque de crise qu'il fallait dépasser. Et lors du deuxième congrès, le journal de Crisis
est l'un des outils fondamentaux qui rassemble les Africains et puis les Afro-descendants pour partager toujours cette idée pour laquelle ils luttaient les uns et les autres, de quitter un horizon d'oppression pour aller vers un horizon pour les uns d'égalité, pour les autres d'indépendance. Voilà les questions qui étaient déjà posées dès le deuxième congrès. Et au troisième congrès, qui a lieu cette fois à Lisbonne, ce n'est pas innocent de visiter comme ça des territoires de Londres, Paris, vous voyez, Lisbonne. On est aussi au cœur des populations qui, parties pour des raisons différentes, ont opéré une mainmise sur l'Afrique, soit par le génie de leurs explorateurs. Et je parle ici à des connaisseurs qui savent le rôle que les Portugais ont pu jouer au Cameroun, puisque abordant nos côtes au XVe siècle, ils y ont trouvé non pas des Camerounais au point de départ, mais des Camarones, des Camaroès, pour être plus précis dans leur langue, c'est-à-dire des crevettes. Et c'est un peu étrange du reste, pour certains, que le Cameroun assume avec une forme de gloire ce nom, qui est pourtant, pour ceux qui estiment que c'est un petit reproche historique, que ce pays existait bien avant et qu'il ne pouvait pas être fondé sous le regard, et encore moins sous une appellation qui ne lui appartenait pas en propre. C'est ceux qui arrivent, qui découvrent des crevettes et qui estiment que ce pays-là s'appellera comme tel. Ça, c'est une réserve. Ce qui est important, ce n'est pas la nomination, même si symboliquement, elle peut jouer un rôle. Ce qui est important, c'est l'horizon et le destin commun que plusieurs populations, pas seulement de la côte, mais aussi de l'intérieur, mais aussi du nord, mais aussi du sud, peuvent s'unir pour entraîner tous ceux qui fondent sur ce pays et sur ces populations un espoir vers un meilleur vivre ensemble. C'est toujours une question qui est à l'ordre du jour, et cette question, elle était abordée sous un angle beaucoup plus vaste par les panafricanistes. Ce qu'ils voulaient, lors déjà du deuxième congrès et puis les congrès suivants, c'était de libérer la race nègre partout dans le monde. Voilà un horizon de combat qui concerne un groupe particulier et dont l'identification, ou en tout cas ce qui rassemble ce groupe, c'est la couleur de la peau. Même si on sait, plus tard, on saura plus tard que scientifiquement, cette idée est contestable, mais pour aller vite, on parlera des races, pour que ce soit très clair qu'il y a des différences de pigmentation et que ces différences fondent des regards particuliers ou séparatistes, voire davantage. Et ce qui va être ici le point de rassemblement, ça va être ce jugement de pigmentation, ou en tout cas cette pigmentation de la peau. Et Du Bois va insister, mais si on regarde bien Du Bois, sa peau tire plutôt vers le blanc. Mais c'est parce qu'il est issu d'une histoire aux États-Unis où une seule goutte de sang noir sur 4 générations suffisait à vous ranger du côté des Noirs. Mais il a endossé le costume de la négritude, si je puis dire, sans se poser d'autres questions que celle de la liberté, que celle d'une manifestation d'une fraternité issue d'une tragédie. Du Bois, au 5e congrès à Manchester, en 1945, qui eut lieu du 15 au 21 octobre, rencontrera Nkrumah, George Padmore, qui venait des Antilles britanniques, Jomo Kenyatta, qui aura un rôle dans l'histoire de son pays,
il rencontrera aussi quelqu'un qui va devenir plus tard président, on l'a un peu oublié, du Malawi, donc il s'appelait Hastings Banda, et qui assurera donc la présidence de son pays, me semble, à partir des années 1966. Mais avant celle-ci, Nkrumah va prendre la tête de ce mouvement du panafricanisme d'une manière extrêmement dynamique. Il va l'incarner lui-même, et vous savez que malheureusement l'histoire a été parfois, je ne dirais pas ingrate, mais on peut très bien le penser pour ses fondateurs, puisqu'il sera démis de ses fonctions par un putsch militaire. Mais retenons que le congrès de Manchester, qui a lieu en 1945, c'est aussi l'immédiate après-guerre. Et l'immédiate après-guerre a coïncidé aussi avec l'idée que les peuples africains avaient été des contributeurs essentiels au renversement d'une situation catastrophique qui avait vu l'Europe sous la botte d'une artillerie militaire, d'une force qui était en réaction par rapport à une défaite de 1919. Et on a l'impression donc ici qu'en 1945, c'était au fond une deuxième partie d'un mouvement d'opposition intra-européen, ou en tout cas d'affirmation d'une volonté intra-européenne qui avait été ici mise en œuvre, et mouvement pour lequel les Africains avaient joué un rôle, celui des tirailleurs sénégalais, mais pas seulement, puisqu'il y avait des Noirs qui venaient, eux, des États-Unis, et qui découvraient que dans le combat, il y avait un ennemi qui était blanc, et que cet ennemi-là, les Blancs eux-mêmes le combattaient aussi, et que la remise en ordre de la pendule raciale a été rebattue. Mais elle est rebattue aussi pour que les vainqueurs qui doivent se congratuler n'oublient pas que des promesses ont été faites à certains considérés comme subalternes, et ces promesses consistaient à les libérer de la mainmise qui pesait sur eux, et pour qu'ils puissent s'autodéterminer et diriger eux-mêmes leurs affaires. Donc, au 5e congrès, dont la présidence est d'ailleurs confiée à Du Bois, qui est déjà âgé, qui a 77 ans, c'est une forme de gratification pour les combats qu'il a menés. Et vous savez que Du Bois optera d'ailleurs pour la nationalité ghanéenne et renoncera à la nationalité américaine. Il sera d'ailleurs aussi l'un des acteurs de ce qui aura été le premier congrès des artistes et écrivains noirs, puisqu'il ne réussira pas à arriver à ce congrès des artistes et écrivains noirs de 1959, puisque le FBI coalisera pour que Du Bois ne puisse pas bénéficier d'un visa. Il faudra attendre après 1945 29 ans pour qu'il y ait à nouveau un congrès panafricain. Et celui-ci, le 6e, aura lieu en 1974. Pour vous le situer, il se passe cette fois en Tanzanie. On a quitté les grandes capitales européennes pour maintenant visiter les grandes capitales africaines. Et l'idée est ici qu'en 1974, tout le monde voit bien que l'OUA a déjà été créé, et même, je dirais davantage, parce que notre sujet touche aussi un peu à la diplomatie culturelle. Le congrès, plutôt la Convention de Vienne, je parle sous le contrôle du ministre
du ministre comment conseiller, pardon, je cherchais mon mot. Du ministre conseiller, vous voyez que je ne les ai pas toujours. Alors, monsieur le ministre conseiller, c'est très bien que la Convention de Vienne, celle qui fonde les relations diplomatiques et internationales en vue de leur apaisement, dispose aussi que parmi les missions des représentations diplomatiques, à la fois l'économie et la culture soient bien traitées. Et je pense que vous avez très bien agi puisque vous mettez la culture à l'honneur à travers ma présence et que c'est sous le biais donc, de cette diplomatie culturelle pour que les créateurs aient droit de citer, et pas seulement droit de citer, qu'ils soient devant une assistance de votre qualité, mesdames, messieurs, pour que je puisse vous entretenir d'un sujet qui est également important. Donc, ce congrès panafricaniste qui se passe en Tanzanie avait pour objectif un panafricanisme rénové. On voyait bien que les indépendances qui étaient pour grosso modo acquises dans les années 60 avaient aussi montré que l'exercice de la souveraineté n'était pas facile et que l'idée qui traversait le panafricanisme, c'est-à-dire la réunion des Africains et un État fédéral, pour ne pas le nommer, n'était pas à l'ordre du jour. Que s'était-il passé dès pratiquement la naissance de l'OUA? Vous savez très bien qu'il y avait eu deux courants pour synthétiser les choses, le groupe dit de Casablanca et le groupe de Monrovia. Et pour ces deux groupes, la question qui était centrale, c'était de savoir si les frontières issues de la colonisation étaient à respecter ou non. Je me garderais bien de dire quelle était la position du Cameroun, mais monsieur le ministre conseiller, peut-être dans son mot de fin, peut-être y reviendra-t-il. Mais en tous les cas, ces deux positions consistaient à dire que les frontières pouvaient être à la fois celles qui fixent les limites d'un territoire, leur lever pouvait occasionner des discussions à n'en plus finir, voire même au-delà des discussions, des affrontements pour délimiter exactement les limites. Et que c'était une opération bien délicate aussi, au moment où les identités nationales n'étaient pas forcément déjà faites, et qu'il y avait à l'intérieur des États des forces qui s'opposaient et qui s'ajustaient pendant cette époque. Donc le 6e congrès est celui du doute. Une forme de retrait des objectifs annoncés et de la communauté de destin qui n'arrivait pas à se former. En 1974, on sait que les figures fondatrices ne sont plus à la tête des États. Là, je parle de Kwame Nkrumah. Et certainement qu'il est certain ici que beaucoup parmi vous savent que Kwame Nkrumah, après avoir quitté le pouvoir contre son gré, s'est retrouvé dans un pays très intéressant, parce qu'il a dit non à un mouvement porté par le général de Gaulle et qui consistait presque à octroyer à son moment les indépendances, et Sékou Touré avait estimé que les indépendances ne se donnaient pas, mais qu'elles s'arrachaient. D'où son nom. Et il a été suivi, comme vous le savez, de conséquences bien difficiles pour cette Guinée. Je le dis avec une pointe d'émotion, d'autant plus que j'enseigne en Guinée et que justement tous les mois d'avril, je les consacre à un enseignement et je vais y retourner dans quelques mois pour poursuivre ma tâche. Après 1974,
Ce fut une année difficile, si je puis dire, parce que 1994, 20 ans plus tard, vous rappelle sûrement de tristes souvenirs. Sans vouloir vous interroger comme à l'école, 1994, qu'est-ce qui se passe en Afrique d'important, à votre avis? Oui, c'est ça. Donc, il y a le génocide au Rwanda et le congrès se passe le 8 avril. Or, ce génocide a commencé le 6 et va se poursuivre pendant 100 tristes et pénibles et tragiques jours. Et le congrès ne sera pas, bien entendu, argumenter, trouver, y compris le ton, alors qu'en Afrique se déroule l'épouvante. Et ce congrès a lieu à côté du Rwanda. Il a lieu en Ouganda. Précisément, un pays qui est un peu lié, si je puis dire, à cette actualité, puisque la plupart des réfugiés rwandais de plusieurs décennies de pogroms s'est réfugié pour la plupart dans les pays voisins, que ce soit le Congo ou l'Ouganda. Et la plupart des membres du FPR partiront évidemment d'Ouganda pour renverser un pouvoir génocidaire, et des accusations pèseront d'ailleurs sur ceux qui viennent d'Ouganda, en disant en particulier qu'ils avaient été à l'origine, par une stratégie absolument folle, de tuer le président Habyarimana pour que celui-ci déclenche un mouvement de terreur extrême que vous connaissez, ces thèses ayant été portées par quelques Camerounais imprudents que je ne nommerai pas ici. Donc après 1994, c'est 2014, disons quand même que durant ce congrès difficile et délicat que je viens d'écrire, il y a eu quand même une disposition intéressante, puisque M. Yoweri Museveni étendit la notion d'Afrique, en tout cas l'africanité pour lui, allait jusqu'à la diaspora. C'était la première fois qu'un congrès panafricain le disait très clairement. Donc cette idée n'a pas retenu l'attention compte tenu de l'actualité de l'époque. En 2014, c'est à Johannesburg que le congrès a lieu, dans la zizanie que vous imaginez, et où la principale critique porte sur le fait que l'esprit, ce qu'on considère comme l'esprit de Du Bois, a été abandonné en chemin, et qu'il ne reste plus de cet esprit de la lutte pour l'autonomie réelle. Il ne reste plus grand-chose de cet esprit Du Bois. Voilà, aujourd'hui, pour décrire le panafricanisme, on peut dire que celui-ci est englué entre la difficulté de former une unité en termes soit de fédéralisme ou de confédération, ou alors par les régions qui pourraient commencer à faire le travail, ce qui a lieu d'ailleurs. Il y a des unions douanières qui fonctionnent et qui coopèrent à faire en sorte que le panafricanisme parte de la base et qu'il ne soit pas simplement décrété au sommet. L'autre panafricanisme, c'est l'idée que les Afriques, qu'elles soient blanches ou noires, qu'elles soient du nord ou subsahariennes, puissent engager des coopérations entre elles. Et ces idées donc d'intégration par l'économie épousent les thèses qui viennent plutôt de l'Europe, puisque tel a été son fonctionnement. Mais d'autres pensent qu'il y a une autre vision du panafricanisme qui pourrait passer par la culture, et votre serviteur est ici bien placé pour pouvoir la défendre, puisque c'est un praticien de la culture
mais aussi en transmetteur de celle-ci que je suis devant vous. Alors je suis devant vous, surtout, comme cela a été dit, par le fait que j'ai une production littéraire. Une production littéraire qui peut aussi s'ancrer dans l'esprit du panafricanisme. Et l'idée qu'on est soudé par une histoire. Nous sommes le produit d'une construction à la fois historique, mais aussi d'une vision qui pourrait dépasser le simple legs historique. Et cette vision, elle est portée dès l'entrée dans la littérature, puisque je publie en 2002 La transmission. Et cet ouvrage dit clairement de quoi il est question. On ne peut fixer d'abord une identité qu'à partir d'un lieu, à partir d'un territoire, à partir d'un legs qui vous est transmis. Et ce legs, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas en faire l'économie. Il se trouve que mon point de départ est le Cameroun. Et dans ce point de départ, il y a une figure paternelle. Donc je passe par la figure paternelle pour raconter comment mon père, sur son lit de mort, m'invite à accomplir une mission qui lui pèse, qui est comme un remords. Et cette mission, c'est d'aller donner aux parents de ma maman la dot qu'il ne leur a pas versée. Donc l'idée de pouvoir restituer une dette morale est ici une idée capitale. Parce que nous recevons, le droit positif nous enseigne que les dettes, on peut évidemment ne pas les assumer dans la transmission des héritages. Moi je postule le contraire. Je dis que ces dettes-là, il faut les honorer. Et qu'en les honorant, on entre dans l'initiation, on entre dans les trajectoires prescrites par les ancêtres, et que régler une dette historique, c'est suivre les pas de l'ancêtre. Vous avez bien vu que au début de notre conversation, je commençais bien par dire que ces chaises vides représentaient les ancêtres, à la fois comme boutade, mais aussi comme réalité. Vous qui savez combien les ancêtres et combien ceux qui ne sont plus sous le prisme des regards, voire du toucher, voire de la mobilisation des sens répertoriés, eh bien, à ces sens répertoriés, on ajoute un sixième. Et ce sixième, c'est au fond la convocation de la part invisible, de celle qui résiste précisément à une rationalité et qui nous distingue forcément des autres cultures qui ne s'établissent et ne se prononcent que par rapport à des rationalités radicales. Pour nous, ceux qui sont là cohabitent avec ceux qui ne sont plus. Et Birago Diop l'a bien raconté dans Souffle, écoute plus souvent les choses que les êtres, la voix du feu entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots, c'est le souffle des ancêtres morts qui ne sont pas partis. C'est cette idée-là qui traverse la transmission et qui fait en sorte que ici, non seulement je reconnais la place du Père et j'indique qu'il est mourant et qu'avant de s'éteindre, il me fixe une mission qui est à la fois un horizon d'ancrage, mais aussi une voie royale pour récolter ce que les ancêtres ont laissé comme petits cailloux. Et ici, c'est un peu le petit pousset noir que je revisite à travers cette histoire. Eh bien, vous voyez que c'est le premier roman, j'en ai une dizaine, alors si je les reprenais un par un, ce serait trop long. Mais l'idée ici est donc de fixer d'abord le cadre de nos héritages, à partir desquels nous nous présentons au monde. Il y a aussi, puisque je viens de Douala, et que je sais combien la musique est importante, combien Francis Bébé, combien Manu Dibango, combien le regretté Cambi Briand
comme bien Dinabel et beaucoup d'autres artistes. Chers professeurs,